Mohammad Reza Pahlavi, Shahin-Shah Yamer, roi des rois, lumière des Ariens, régna 37 ans. Le faste de sa cour et la beauté de ses reines fascinèrent l'Occident. Héritier de l'Empire perse, la montée en puissance de l'Iran troubla le jeu des relations internationales et souvent inquiéta. Promu gendarme du Golfe Persique, la tâche du Shah fut rude et semée d'épreuves. Voisin de l'ogre soviétique, l'Iran, réserve d'or noir, suscita toutes les convoitises et de ceux-là même qui l'abandonnèrent. Pour le Shah d'Iran, l'histoire n'avait de sens que nourrie de progrès. Despote oriental ou monarque éclairé selon le regard, il sut y engager son pays à marche forcée. Mais aux yeux de son peuple, le Shah fut-il toujours bien compris dans le choix parfois imprudent, souvent trop voyant, de ses alliés américains. Au début du siècle, la Perse avait un roi. Mais le monarque décadent préférait la Côte d'Azur à son pays, dont les richesses étaient livrées aux puissances étrangères. Un rude cosaque, l'homme fort du moment, Reza Khan, chasse ses Kadjars installés en Perse depuis 1796. Il rêve d'une république, mais les Mollahs veulent un roi. Il est couronné en 26 sous le nom de Pahlavi Ier. La Perse devient l'Iran, terre des Ariens, et le XXe siècle y entre prudemment. Le jeune prince héritier sera éduqué à l'européenne. Mohammad Reza et son frère cadet sont envoyés 4 longues années au collège du Rozay en Suisse. Dès son retour en Iran, le père veut aguerrir ce jeune homme doux et timide aux manières délicates. En 1936, le jeune prince entre à l'académie militaire où l'on forme les fils de bonne famille voués à la carrière des armes. Et le vieux roi trouve en la belle Fauziya une épouse pour son fils. Elle porte des pantalons, fume, se maquille. Elle choque une cour d'Iran d'un autre âge. C'était le sosie de l'actrice Hedi Lamar. C'était l'arabe et elle arrive avec 50 ans d'avance sur ce que pourrait être la plus développée des femmes iraniennes. Ça va être un amour, c'est un mariage organisé par 2 cours qui a besoin de s'unir. L'Égypte était pauvre et avancée, l'Iran était riche et retardé. Et puis ça a aidé les Anglais. Les Anglais de savoir qu'il y avait une tête de pont entre ce pays où il y avait du pétrole et l'Égypte où, pour eux, il y a le canal de Suez. Mais les Britanniques en guerre se méfient du vieux roi germanophile. Ils le destituent et l'exilent en Afrique du Sud. Le même jour, le Parlement intronise le prince héritier. Pendant la guerre, l'Iran voulait être neutre et conserver cette neutralité. Mais il était dans l'intérêt des grandes puissances de contrôler l'Iran. Et nous dûmes nous plier à ce qu'elles voulaient. À cette époque, peu à peu, les Iraniens connurent mieux les Américains. Après l'occupation, nous passâmes des accords, et alors l'Iran rejoignit les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était la guerre. L'essentiel, c'était d'aider la Russie à résister. Et la voie essentielle pour y arriver, c'était l'Iran. Les Américains débarquaient de l'armement sur le golfe Persique, dans un des pays du Golfe, puis étaient dirigés par la voie terrestre et par le chemin de fer transiranien vers la Russie. Novembre et décembre 43. En pleine guerre, les 3 grands se réunissent à Téhéran. On évoque la libération de l'Iran occupé depuis 2 ans par les Anglais et les Russes. On décide l'avenir du monde, et c'est là que le Shah d'Iran fait la conscience de Roosevelt, un Roosevelt fatigué, malade, paralysé, qui parle de tout, qui se dit plus tard, quand je serai vieux, je me retirerai chez vous, parce que j'adore l'agriculture. Le Shah qui dit, moi j'aimerais aller chez vous, parce qu'il dit l'Amérique, je connais pas que par des films et tout cela. Et The Russian
Durant l'occupation, les Russes avaient pris le contrôle du nord et l'ouest. Une partie importante de notre pays, connue sous le nom d'Azerbaïdjan, y installant leur propre gouvernement. Ils voulaient en fait séparer l'Iran en deux, encourageant chaque partie à prendre son indépendance. Ils auraient cassé l'Iran de cette façon. Truman, le président des États-Unis d'alors, envoya un message à Staline, le chef des soviets. Soit vous partez, soit je viens. Il faisait allusion à des bombes nucléaires, mais les soviétiques en ce moment-là ne savaient pas que l'Amérique n'en possédait plus qu'une seule. Mais ils le sauront après, et les soviétiques n'en avaient pas. La princesse Ashraf, sœur jumelle du Shah, plaide la cause de l'Iran auprès de Staline qui tombe sous le charme. Le dictateur géorgien lui offre un manteau de zibeline et promet de se retirer des provinces du Nord avant l'été 47. Les Américains vont apparaître de manière plus efficace en 47-48 avec le plan d'aide américain pour les pays de la région, un espèce de plan Marshall pour le Proche et Moyen-Orient, incluant la Grèce, la Turquie et l'Iran, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont fait au Vietnam plus tard. On rentre d'abord civilement, et après militairement. En 48, Truman convoque donc le jeune souverain aux États-Unis. Je suis heureux de vous accueillir aux États-Unis. C'est votre première visite ici. Alliés dans la guerre, nous aurons également le privilège, j'ai confiance, de travailler avec les États-Unis au maintien de la paix au Moyen-Orient et à la réalisation de la liberté. Ce voyage ne plaît pas à tout le monde. Le séjour américain du Shah et le recul des soviétiques en Iran exaspèrent les communistes iraniens. En février 49, un militant du puissant parti Toudeh se fait passer pour photographe. Il attente à la vie du Shah. Retour aux États-Unis, le jeune roi, 6 balles dans le corps, s'y fait soigner. Nous voulions développer nos ressources, avoir une meilleure éducation, de meilleures routes, un système sanitaire meilleur. L'engagement lié au pétrole était « D'accord, vous fournissez le pétrole, nous vous donnons l'argent. Il reste aux États-Unis pour que vous achetiez tout ce dont vous aurez besoin à l'avenir. » Sous le prétexte de l'aide économique accordée à l'Iran, les premiers conseillers militaires américains arrivent dans le pays. Ils sont spécialistes en adduction d'eau, en construction de routes et en engrais agricoles. Mais au palais, le roi est seul, et la Providence a pour nom Soraya. La princesse Shams, sa sœur aînée du Shah, a découvert dans un pensionnat suisse près de Lausanne Soraya Esfandiari, de mère allemande et de père très honorable, la tribu des Bakhtiari, n'est-ce pas? De santé fragile, les yeux verts, romantique, jouant du piano, on montait des photographies, comme ça se faisait à l'époque, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, on l'a sortie de son pensionnat, à 18 ans. On a dit, demain tu seras reine, le Shah a besoin d'un enfant. Le Shah attend de Soraya, sa nouvelle reine, qu'elle lui donne un héritier mâle, avant que 7 ans ne s'écoulent selon la coutume. Il sait déjà qu'elle sera son plus grand amour. Au palais, Soraya éprouve la difficulté de trouver sa place parmi les femmes de la cour. Aimée et protégée par la princesse Shams et la reine-mère Taj el-Moulouk, elle rêve d'égaler Ashraf, la sœur jumelle de son époux, de prendre une part active dans la vie du royaume, de donner son nom à des œuvres de bienfaisance. Et quand un mauvais pressentiment l'étreint, qu'elle devine l'épreuve à venir, elle se rapproche plus encore de son roi.
La première épreuve, c'est Mossadegh. Le nouveau Premier ministre est nommé en 1951 et il veut s'attaquer aux intérêts britanniques en Iran. Avec les Britanniques, nous avons eu une longue histoire dans nos relations, mais jamais très heureuse, notamment depuis l'époque de Dorsey, quand ils prirent le pétrole au sud. C'est pour cela qu'on a lutté tant d'années pour nationaliser notre pétrole. L'idée d'une nationalisation prit corps de 48 aux années 50. Mossadegh était descendant des Qadjars. Il a servi le roi parce que c'était ça, mais il n'a jamais aimé ce qu'il appelait des parvenus, des illettrés, des incapables, des noceurs, des fêtards, et il est resté en lui, malgré beaucoup de raffinement, malgré le fait qu'il était également grandi en Suisse, qui est tout à fait bilingue, une allergie à tout ce qui était le pouvoir impérial des Pahlavis, n'est-ce pas? Mossadegh décide un coup de force, et pour la première fois dans un pays exploité, j'emploie ce mot entre guillemets, n'est-ce pas, le pays se révolte contre l'occupant économique, qui donnait moins d'un demi-dollar de revenus par baril. C'était 3 fois rien, c'est une aumône. Les Anglais n'entendent pas cette oreille et font le boycott et interdisent tout tanker, quel qu'il soit, transportant du pétrole iranien, de sortir du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Les États-Unis soutinrent fortement les Iraniens dans le conflit qui les opposait aux Britanniques à propos du pétrole. Ils essayèrent de nous aider autant qu'ils pouvaient. Brady était alors l'ambassadeur américain. Et plus les négociations avançaient, plus Mossadegh s'obstinait, plus la situation empirait. Les Anglais partis, désormais la voie est libre pour Washington. Avril Harriman, le diplomate américain, vient proposer à l'Iran un encadrement de l'armée et de la gendarmerie. Le Shah accepte. À Téhéran, le parti Toudeh manifeste contre les Américains et les Occidentaux. On projette d'incendier l'ambassade américaine, de tuer l'émissaire de Truman. 2 ministres sont assassinés. Le sang coule. Le Shah refuse de quitter le pays. Mossadegh est pris au piège, d'un côté par les religieux et par les communistes, et il se dit, le mal ne vient que du palais. Donc le mal venant que du palais, dans un premier temps, je vais donner une garantie au petit peuple, chassons les princes, chassons les princesses. La reine-mère, les uns après les autres, et Ashraf en dernier, gardons le Shah en otage, parce que le Shah abdique de lui-même, et le Shah n'abdique pas. La princesse Ashraf, la sœur jumelle du Shah, rencontre des Américains en leur disant « Le moment est venu maintenant de faire quelque chose. Vous avez des hommes chez nous, mais il faudrait faire plus vite. » Elle rencontre Alan Dulles, frère du ministère étrangère John Foster Dulles. Alan Dulles est patron de la CIA. L'affaire se monte en 4 mois. Le Shah destitue Mossadegh et nomme le général Zahedi. Le Shah et la reine partent s'abriter à Rome. Quatre jours plus tard, à l'hôtel Excelsior, ils apprennent dans la presse que le général Zahedi a pris le pouvoir, fait arrêter Mossadegh et restaurer la légitimité monarchique. Il suffit de prendre en Iran la radio, la télévision n'existait pas, la préfecture de police et les transmissions. Et faire ces révolutions entre 2h et 4h l'après-midi, pendant que tout le monde fait la sieste. Alors c'est terminé, en 2 heures, t'es retombé comme ça. Il n'y a pas un coup de feu. C'est ce que Reza Shah avait fait en 1921. Mais la population, on l'a payé pour dire hurrah, le Shah est parti. Ah ben, donner quelques dollars de plus pour dire hurrah, le Shah est revenu. C'est comme ça que
Ça se passe. L'ordre est rétabli. Le Shah peut donc quitter Rome et rentrer à Téhéran. Il remercie le général Zaidi. Les prisons regorgent de communistes et de nationalistes hostiles à l'Occident, mais le trône est restauré. Le Shah peut reprendre en main le pays. L'épreuve a forgé son caractère. Une ère nouvelle s'ouvre au Pahlavi et les États-Unis entrent officiellement en Iran. Quand en 1953 le Shah est rentré en Iran, les caisses de l'État étaient complètement vides. C'était l'époque où mon père Un soir d'octobre 54, alors qu'on l'attend à un anniversaire, Ali Reza, le frère cadet, ne vient pas. L'avion s'est écrasé. L'Iran n'a plus d'héritier. État dans l'État créé en 56 sur les vestiges des services secrets de Mossadegh, la SAVAK encourage la délation et sème la terreur. C'était une DST, une DGSE. Son premier boulot a été de faire la guerre à tous les socialistes et communistes qui avaient voulu renverser le Shah quelques années auparavant. Alors là, il y a eu une hécatombe, une boucherie que des institutions humanitaires, je ne sais pas si Amnesty existait déjà, se sont dit, mais c'est quoi ça? Le Shah, ne connaissant pas les chiffres et laissant Bakhtiar faire, l'a mis en exil. Bakhtiar est parti, Bakhtiar s'installe à Genève, et depuis ce jour-là, Bakhtiar, ex-patron de la SAVAK, est devenu l'ennemi extérieur, le pire du Shah. En cet automne 57, dans un décor de Disneyland, loin de tout, comme pour oublier le poids du royaume et de la couronne, le roi et sa reine vivent, sans le savoir, leur dernier moment de bonheur. Au palais, on s'interroge. On cherche à comprendre l'indicible tristesse inscrite au fond des yeux de la reine. Chacun s'émeut des larmes que Soraya, même en public, ne sait retenir. Oui, 7 ans se sont écoulés déjà. Le couple royal doit se rendre à l'évidence. Soraya est stérile. Elle ne peut donner au roi l'héritier espéré. La tradition est ainsi. Elle doit quitter le pays. Elle part seule. Le Shah regarde par la fenêtre. Elle s'en va, il sait qu'il ne la verra plus. Elle va à Saint-Moritz, elle fait ses sports d'hiver, puis après elle va chez sa famille, à Munich. Et officiellement, je dis bien officiellement, ils ne sont plus revus. Officieusement, oui. Le monde entier, dès lors, suit les errances de Soraya, libre désormais de son destin et s'abandonnant aux molles douceurs de la jet-set, de Saint-Moritz à Monte-Carlo. À Téhéran, le Shah accueille Eisenhower. C'est le premier voyage officiel d'un président américain en Iran. Eisenhower, qui après les hésitations de Truman avait donné carte blanche à la CIA dans l'affaire Mossadegh, vient signer des accords économiques et militaires. Eisenhower étant militaire, il connaissait bien la géopolitique. Il évaluait bien la situation de l'Iran. Et c'est pour cela qu'il y vint visiter le Shah. L'Iran faisait partie du monde libre. L'Iran, pour être protégé devant l'ogre soviétique, en quelque sorte, ne pouvait que compter sur l'Amérique. L'été 59, la fille du Shah découvre une jeune Iranienne étudiante à Paris. Elle présente la jeune fille aux manières simples et directes à son père qui en tombe amoureux. Dès lors, tout se précipite.
Les fiançailles ont lieu 2 mois plus tard, le mariage avant la fin de l'année. La presse française n'arrêtait pas de raconter et d'écrire que le Shah d'Iran s'apprêtait à épouser une Cendrillon, une bergère. Parce que tout le monde avait dans la tête l'image de la petite étudiante qui prenait son métro, qui était à l'école d'architecture à Paris, qui venait d'un milieu modeste. Et en fait, pas du tout. La famille Diba est une famille tout à fait bourgeoise et ancienne. C'est une famille dans laquelle les femmes même apprenaient le français, allaient à l'école chez les religieuses, catholiques, bien qu'elles soient évidemment musulmanes. Et c'est une famille qui, depuis le début du XXe siècle, était tout à fait dans les hautes sphères de la bourgeoisie, de la diplomatie. Mohamed Reza Pahlavi est roi depuis 18 ans. Tant qu'il n'a pas d'héritier mâle, il ne peut être couronné, ainsi le veut la loi. Farah est donc la dernière chance de sauver la monarchie. Reza, le prince héritier tant attendu, naît dans la liesse générale à la fin d'octobre 60. Pour fêter l'événement, on gracie des prisonniers, on rappelle les exilés. Le Shah nomme son gendre et sa fille ambassadeurs aux États-Unis. Le président Kennedy invite le jeune couple royal pour l'année suivante. Le président Kennedy, dans sa campagne électorale, avait très fortement critiqué le Shah d'Iran, la politique iranienne. Et puis, on l'a su également, mais de manière sûre et certaine et presque officielle par la suite, qu'il avait reçu en ce moment-là, à la Maison-Blanche, le chef de la SAVAK de l'époque, le général Bakhtiar, pour l'encourager à faire un coup d'État. Mais le Shah l'a su. Après, les relations se sont améliorées entre les Kennedy et le couple impérial iranien. Et John Fitzgerald Kennedy a eu, peu avant son assassinat, des phrases extrêmement flatteuses à l'égard du Shah d'Iran. Kennedy propose au Shah une longue liste de réformes à entreprendre. Pour commencer, la SAVAK. Après Bakhtiar, le Shah nomme un autre général, Pakravan, étudié en France, lettré, un homme de salon, à qui on pouvait parler, qui prend comme première décision, il faut abolir la peine de mort en Iran, permettre à tous les exilés de revenir, vider les prisons et abolir la censure. Et c'est ce qu'il fait. Le Shah accélère la réforme agraire, montre l'exemple en redistribuant une partie des terres qui appartiennent à la couronne, à de grands propriétaires et aux mollahs. Il a aboli la domination des propriétaires terriens. Auparavant, un tas de gens étaient propriétaires terriens. Ils étaient les maîtres, ils surveillaient les paysans pauvres. Les paysans devaient voter pour ceux qu'on leur imposait. Les paysans n'avaient rien du tout. Mais en bénéficiant de la redistribution des terres, les paysans devinrent leurs propres maîtres. Il réforme l'éducation et tente une timide libération des femmes. Sur le budget de l'armée, étudiants et militaires constitués en armée du savoir alphabétisent les campagnes. Cela déplaît au clergé. Le Premier ministre Mansour est assassiné, Amir Abbas Oveida lui succède. Mon Dieu, je dois dire qu'en Iran, nous nous embarrassons pas d'isme et nous avons un plan que nous tâchons d'être fidèles à ce plan. Je pense aussi que dans notre système de développement, nous sommes très révolutionnaires, sans avoir des régimes à appellation contrôlée et en allant, si vous voulez, catapulter l'Iran dans le XXIe siècle. À la pointe de ce combat, une femme, la reine Farah. Farah s'est fait un nom, s'est fait aduler, s'est fait aimer. Elle a fait énormément avancer le rôle de la femme en Iran. Elle a fait surtout ce fameux référendum de 63 qui autorisait les femmes d'être les égales des hommes, d'avoir des choses simples pour eux. Un compte en banque, de travailler, de divorcer, de partir à l'étranger, de voter, d'être élu et même de devenir chef d'État en cas d'absence du pouvoir.
Le métier de reine, peut-être il y a deux côtés. Avoir mon foyer et ma famille en même temps. Les responsabilités envers mon pays qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont une grande partie, qui prennent une grande partie de mon temps. La femme se libère-t-elle trop vite? Elle se farde outrageusement, elle porte des pantalons, fume dans la rue, conduit sa voiture, flirte ouvertement sous le regard du petit peuple et du clergé. Vous imaginez, le clergé devant tout ça, c'est quoi ça? Un certain Khomeini découvre ça, il a 60 ans, il dit ils sont fous au palais, il fait une insurrection, il y a 5 ou 6 000 morts en 3, 4, 5 jours, on prend Khomeini, vous connaissez la suite. Un jour d'avril 65, alors que le Shah rentre au palais au volant de sa voiture, un soldat de la garde, manipulé par des intellectuels proches du clergé, tire sur le roi. Après la fusillade, on compte 12 morts, mais le Shah essouffle. On estime que le général Pakravan, patron de la Savak, était trop mou, qu'il se passait des choses et que ça ne servait à rien. Donc on nomme le général Nassiri. Un homme odieux, violent, inculte, tortionnaire. Pendant au moins une bonne dizaine d'années, 12 années, ce personnage-là, Jean Nassiri, fait de la Savak ce qu'on en sait après. « 26 ans de règne se sont écoulés. Le prince héritier atteint l'âge de raison. Mohamed Reza Shah peut être couronné enfin. La cérémonie est iranienne. Les seuls étrangers conviés sont les Aga Khan, ces princes d'origine perse. En ces moments, sans doute, se souvient-il de son père aimé et redouté à la fois, jadis humilié par les Anglais et dont il veut poursuivre l'œuvre inachevée. Sans doute éprouve-t-il le sentiment d'une revanche prise sur le destin et la promesse d'un accomplissement futur. Il se sait investi d'une mission divine. Sa reine lui donne un second fils. La dynastie est assurée. Cette couronne se compose de 1500 pierres qui se répartissent comme suit. Une somptueuse émeraude gravée de 150 carats, dessous une émeraude gravée de 60 carats, ainsi qu'une trentaine de rubis et d'émeraudes et des perles grises et noires. Entre 1966 et 1967, il y a eu des allers-retours incessants entre Pierre Arpels et son équipe, à savoir les chefs d'atelier, les lapidaires, les joailliers, les sertisseurs, les polisseurs, les maquettistes, qui ont tous fait plusieurs fois le voyage Paris-Iran pour mener à bien cette formidable commande spéciale qui reste vraisemblablement une des commandes spéciales les plus extraordinaires de la haute joaillerie. À l'époque du Shah, l'Iran était le seul pays musulman dans lequel une femme a été couronnée au même titre que son époux. En plus, la constitution avait été amendée pour que l'impératrice puisse devenir régente du royaume si son époux décédait alors que leur fils était trop jeune pour régner. Donc c'est vraiment le couronnement, c'est un pas important dans la vie du Shah parce que ça démontre qu'il a un héritier qui peut lui succéder, mais c'est un pas énorme dans la vie de l'impératrice et c'est un pas énorme dans la vie de la femme iranienne. 4 ans plus tard, l'Iran d'aujourd'hui commémore les 2500 ans de la Perse éternelle. C'était d'abord l'adresse à Cyrus, dors en paix Cyrus, nous veillons, devant le tombeau du fondateur de l'Empire perse dont on célébrait 2500 centenaires. Donc le roi a déposé une couronne devant le mausolée de Cyrus qui est un des rares monuments entièrement intacts depuis 25 siècles en Iran. C'est la France et tout le faubourg Saint-Honoré qui met en scène la cérémonie. Les tentes dressées dans le désert, la restauration, les coiffeurs, le maquillage, jusqu'aux tenues vestimentaires. Tandis que l'armée iranienne exalte la gloire de Cyrus, Darius et Artaxerxès. Presque tous les grands et la quasi-totalité des rois et princesses de ce monde sont présents. De Hussein de Jordanie à Haïlé Sélassié, le plus ancien des monarques régnants, assis à la droite du Shah selon le protocole. Le Shah regrette cependant l'absence de son ami Nixon, de Pompidou et de la reine d'Angleterre. Le protocole lui interdit de participer à une telle garden party.
ça a été un moment de rencontre hors caméra très intéressant. Le président sud-africain, en plein apartheid, a pu parler Houphouët-Boigny et Senghor. Le président indien a pu parler avec le président pakistanais. Monsieur Podgorny, président russe, a pu parler avec Tito. Et des rencontres comme ça qui ont fait que des guerres qui larvaient, surtout pour le Cachemire, n'ont pas eu lieu. Mais ça a été 2 milliards de dollars de dépenses pour un pays qui ne touchait que 1,5 dollar par baril de pétrole, donc il n'y a pas encore eu le boom, n'est-ce pas? On avait exclu toute la population iranienne de ça. Le 30 novembre 1971, la Grande-Bretagne se retire de ses colonies à l'est de Suez. Elle quitte le golfe Persique. La même nuit, les troupes du Shah occupent 3 îlots stratégiques d'où l'on peut contrôler tous les mouvements dans le golfe. Les pays arabes crient au scandale. Le président Nixon, pour la forme, fronce les sourcils, mais il se rend à Téhéran en 1972. Et en accord avec Kissinger, il répond favorablement à toutes les demandes du Shah en matière d'armement et d'équipement militaire. L'Iran acquiert un embryon de marine, la première équipée en hydroglisseur d'origine française. L'Iran s'endette auprès des États-Unis pour renouveler sa flotte aérienne. 750 chasseurs bombardiers en font la 3e flotte aérienne au monde. L'armée se dote de 6000 chars. 2 millions d'hommes sont mobilisables en 48 heures. 500 000 hommes sont postés à la frontière irakienne. Pour financer tout cela, une stratégie s'impose, faire monter le prix du pétrole. Les États-Unis étaient d'accord avec une certaine augmentation, ce qui les favorisait et défavorisait leurs concurrents et amis, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et le Japon, lesquels sont importateurs du pétrole. Mais le roi Faisal et le Shah, semble-t-il, plus sur l'instigation du Shah, ont insisté pour que l'augmentation soit plus conséquente que ce que les Américains auraient toléré. Le prix du pétrole, en décembre 1973, après la guerre du Kippour, est passé de 1 à 3, de 3 à 6 et de 6 à 12 dollars le baril en 3 mois. L'Amérique sera à court de pétrole dans très peu de temps. Ça veut dire de ses propres pétroles. Alors quand le Shah a commencé à devenir l'homme du pétrole, et qu'avec Sheikh Yamani, donc le pétrole est monté comme ça haut, il est devenu la cible des Américains. Parce que le Shah allait à l'encontre des grandes sœurs, vous savez les sœurs, ces compagnies américaines, Shell, Exxon et compagnie. Qu'est-ce que c'est ce dirigeant qu'on a porté à bout de bras, qu'on a langé, nourri, logé, blanchi, cuit de grand, et maintenant il veut nous bouffer notre pétrole. Un bruit de bottes se fait entendre au Proche-Orient. À la veille de la guerre du Kippour, Sadat fait une halte à Téhéran. Le Shah le reçoit dans le secret. De quoi conviennent-ils? L'Iran a autorisé l'Union soviétique à utiliser son espace aérien pour transporter des armes et munitions vers Damas et Le Caire. Ensuite, l'Iran a accordé 1 milliard de dollars d'aide urgence à l'Égypte. Je crois beaucoup d'analyses ont été faites dans ce sens, beaucoup d'auteurs l'ont écrit, je partage leur opinion, que les Américains et les Israéliens, tous deux amis et alliés de l'Iran, s'attendaient à ce que le Shah les prévint. Alors, ça devrait inciter tout le monde à être ravi de voir que l'Iran recevait tout d'un coup de 3 à 18 milliards de dollars par an de revenus. Mais un monsieur qui gagnait 1000 dollars par mois en gagnait 2000, le pauvre type dans la rue qui gagnait 10 dollars en gagnait 20. Donc ils ont doublé, mais l'espace était plus grand entre les pauvres et les riches. Il a existé en Iran depuis toujours que le Shah existait, ce qu'on appelle la Fondation Pahlavi, du nom de l'empereur. Gros compte en banque dans différents établissements bancaires internationaux, et passé par cette fondation Pahlavi une grande partie des ressources du pétrole. Erreur. Et ça permettait à payer des gens.
des sénateurs américains, des ambassadeurs de tel pays, des journalistes, des manias, pour faire du lobbying iranien. Par cette fondation par la vie, beaucoup d'argent noir est sorti, pas très propre. L'entourage du Shah commence à rompre le silence. Des intellectuels se réunissent en commission et rédigent un rapport. Nous avons fait au roi un rapport de 32 pages prédisant que si des réformes radicales n'étaient pas entreprises, les réformes avaient été citées, des bouleversements incontrôlables devraient être envisagés. Le roi a lu ce rapport, été 75, l'a passé au Premier ministre Hoveyda, qui lui a dit que c'était un prétexte trouvé par une dizaine d'intellectuels pour gâcher ses vacances. On a modernisé l'Iran du jour au lendemain, en route, en barrage, en cinéma, en théâtre, en restaurant, en bowling. La mini-jupe est entrée, la pornographie est entrée, les premiers films X sont entrés. Par un pays musulman. Les mollahs n'avaient qu'à compter les points. Sous les clameurs hostiles de manifestants tenus discrètement à l'écart, dans le bruit des hélicoptères de la police et sous les gaz lacrymogènes, le président Carter reçoit le Shah comme le fit Kennedy 15 ans auparavant. Il veut se faire une idée plus précise du Shah et le conseiller. Mr. President, Mrs. Carter. Monsieur le Président, Madame Carter, nous n'avons jamais eu la moindre ombre planant sur nos relations. Et je prie Dieu pour que cela continue à l'avenir. Chose étonnante, Carter a passé son premier réveillon de président des États-Unis à Téhéran. Il vient avec sa femme et le roi Hussein. Carter, le presbytérien, presque pasteur anglican, parlant d'une voix monotone, lisant un papier qui a étonné tout le monde. Pierre Salinger, à ma droite, ne comprenait pas un mot de ce que son président lui disait, il ne revenait pas. Iran, because of the great leadership of the Shah, sous l'impulsion et la direction du Shah, l'Iran est une île de stabilité dans l'une des zones les plus troublées du monde. Ceci est un grand hommage que je vous rends, Majesté, à vous, à la conduite de votre peuple, au respect et à l'amour qu'il vous porte. Il disait, Sire, quel privilège pour moi, président des États-Unis, de passer mon premier nouvel an ici, dans ce pays des droits de l'homme et parmi ce grand défenseur que vous êtes. Vous pensez donc que le Shah, il a bu du petit lait là-dedans. Donc on se demandait qui était le plus désaxé des deux, n'est-ce pas? Les chiffres n'ont pas été exagérés, mais on peut considérer que de morts violentes, sur les 15 dernières années règne du Shah, en prenant sérieusement Amnesty, les droits de l'homme, les Moudjahidines, les gens proches de Khomeini et tout, en gros, on peut compter qu'un Iranien par jour était fusillé, ou disparaissait. L'argent coule à flot. Rien ne semble pouvoir en tarir la source. L'Iran est au fait de sa gloire et de sa puissance. Enfermé dans un rêve improbable, le palais tourne le dos à la rue où les graffitis étranges couvrent les murs. Et la presse insulte le clergé. Un article vise personnellement l'imam Khomeini. Le dit journaliste aurait fait une petite enquête où il avait quelques connaissances, a fait un article assez méchant, très méchant même, en traitant Khomeini de l'agent de l'étranger, ce qui était plus ou moins vrai, en le traitant d'ignare, ce qui est tout à fait vrai, en disant que sa femme avait été une danseuse de rue, ce qui est totalement faux, disant que dans sa jeunesse, il avait eu des mœurs plus ou moins uranistes, ce qui est du domaine de la vie privée et en tout cas n'était pas très élégant de dire. Il disait qu'il était d'origine indienne.
ce qui est vrai. Il disait qu'il écrivait de la poésie médiocre, ce qui est vrai. Il disait qu'il était contre les réformes, ce qui est vrai. Il s'était opposé aux réformes de 63, contre la réforme agraire et contre les droits politiques accordés aux femmes. Non, c'était des faits réels. Le cycle violence, deuil, répression commence en janvier 1978. Rien ne l'arrêtera désormais. À Abadan, le 19 août 78, on bloque toutes les issues du cinéma Rex. On met le feu, des femmes et des enfants sont pris au piège, 477 morts. Il s'agissait pour les assassins de purifier l'islam de toutes ces manifestations venues de l'Occident. En fait, des gens étaient venus de Najaf pour faire ce forfait abominable. Abominable, c'était pour radicaliser la situation et cela a été fait. Le jeudi 7 septembre 1978, 3 à 5 000 partisans de l'ayatollah Khomeini convergent vers la place Jaleh. Le pouvoir répond en proclamant la loi martiale. Les manifestants annoncent un nouveau rassemblement pour le lendemain au même endroit. L'objectif est-il de créer un gouvernement révolutionnaire et républicain? Le Parlement est à 2 km de là. Le vendredi 8 septembre, l'armée donne l'ordre de se disperser. Dans chaque loi martiale, vous avez des règlements. Donc quand on vous dit de vous disperser, si vous ne vous dispersez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Des Palestiniens, des Libanais et des Syriens se mêlent aux émeutiers et prennent pour cible l'armée et des manifestants paisibles. La tactique est de fomenter une panique générale. 191 morts, 121 parmi les manifestants, 70 parmi les forces de l'ordre. L'Occident s'inquiète devant tant de violence. En octobre 1978, le Shah fit un discours télévisé. Ce fut vraiment le pire exercice de sa carrière, parce qu'il implora le peuple de le laisser réaliser sa révolution. Je m'engage désormais, c'est le mot désormais qui est terrible, à respecter la Constitution. Donc on lui faisait dire qu'il n'avait pas respecté la Constitution, ce qui était une sorte de parjure. À Washington, les ambiguïtés de l'administration Carter se font jour. Le soutien officiel au Shah n'est plus qu'un soutien de façade. Je ne veux pas discuter des problèmes internes de l'Iran. Je répète simplement que nous soutenons le Shah et que nous soutenons le programme de modernisation qu'il poursuit depuis une vingtaine d'années. Le problème dans l'administration Carter, c'était qu'il y avait un peu partout des gens qui avaient des idées complètement contradictoires. On est passé aux actes, c'est-à-dire un soutien très prononcé des Américains, des Occidentaux, à une, je ne dirais pas une révolution, mais à un changement radical en Iran. Beaucoup pensèrent qu'il y avait un complot américain contre l'Iran. Je peux juste vous dire qu'à l'époque de l'administration Carter, dans les années 70, plus indépendants nous étions, moins heureux étaient certains pays, y compris les États-Unis. Le Shah joue sa dernière carte. Un ancien opposant nationaliste, Shapour Bakhtiar, accepte de former un nouveau gouvernement, mais il n'a de cesse de pousser le Shah hors du pays. Bakhtiar tient 40 jours. Le Shah quitte l'Iran. Son entourage n'a pu le retenir. Personne ne sait s'il reviendra. Il exhorte son ancien ministre Vaïda à l'accompagner. Ce dernier refuse.
Hoveyda lui répond « Je n'ai rien à me reprocher ». Je crois qu'il avait très peur de connaître, sans l'avoir jamais dit, mais par bribes de phrases, de connaître le sort de Louis XVI, de Nicolas de Négus et de Faisal d'Irak. Il ne voulait pas être assassiné par ses compatriotes. Après 100 jours passés en France, l'imam Khomeini fait désormais l'unanimité. Il est le seul recours au départ du Shah. Il fédère désormais toutes les oppositions, le clergé, la gauche, la droite libérale, les étudiants, les ouvriers. Il est venu en France en touriste, sans visa, sans avoir demandé l'asile politique. L'Iran n'a jamais demandé son extradition, mais le président Giscard d'Estaing a téléphoné au Shah pour dire que ce monsieur est là, qu'est-ce qu'on fait? Le Shah lui aurait dit que cela lui était égal. 48 heures plus tard, il m'a dit « Mais que voulez-vous que me fasse un mollah pouilleux à Paris ?» Condamné à mort en 63, puis gracié par le Shah qui refusait de faire couler le sang d'un homme de Dieu, 1 an d'exil en Turquie, puis 14 en Irak, l'ayatollah rentre au pays sans émotion aucune. Dans la liesse populaire, il s'installe dans la capitale. Il avait promis d'aller à Qom, la ville sainte, mais il ne quitte plus Téhéran. Tous les grands du régime aux affaires depuis 25 ans sont jetés en prison dans l'attente d'un procès où ils n'auront pas d'avocat et où une sentence de mort sera souvent exécutée dans l'enceinte même du tribunal. À Assouan, l'ami Sadat accueille le Shah qui entame un long exil de 18 mois. Nous étions en tête-à-tête, si j'ose dire. Il y avait le roi du Maroc, le Shah et moi. Et en réalité, en principe, c'est à moi qui s'adressait, puisque j'étais le journaliste qui recueillait ses propos. En réalité, il expliquait au roi du Maroc comment la crise était arrivée. Et il lui expliquait d'une manière qui faisait réagir avec beaucoup de mécontentement, le roi du Maroc. Et ses conseils, c'était « Mais surtout, ne te laisse pas faire, tu dois réagir. Même si les Américains t'ont dit autrement, tu vois l'intérêt de ton pays. » Et ça a été vraiment une leçon de gouvernement qui a été donnée par le roi du Maroc, par Hassan II, au Shah d'Iran. Tout aurait pu être fait en Iran. Faire un bain de sang. Toute l'armée était là. Il manquait pas un bouton de quête, pas un fusil. Ils attendaient qu'une chose. Et il y avait la ligne directe à Téhéran. Et les généraux ont demandé « Sire, allons-y ». Le Shah n'a jamais répondu. Il n'a jamais dit « Allons-y ». Il n'en voulait pas. Il était dur certaines fois, mais pas au prix d'avoir un royaume pour 10 000 morts. À Paradise Island, paradis tropical de cartes postales, le Shah apprend l'exécution d'Hoveyda, de Pakravan, de Nassiri et de tous les généraux de la garde et de l'état-major. Il est accablé. Kissinger et David Rockefeller, ses amis américains, décident de s'occuper de lui car sa santé décline. Georges Flandrin, hématologue français, assistant du professeur Bernard, soignait le Shah depuis 5 ans dans le plus grand des secrets. Le Shah est hospitalisé à New York car son cancer du système lymphatique s'est généralisé. Les médecins américains reprennent donc le dossier médical et dans sa chambre d'hôpital, le Shah entend monter les cris hostiles des opposants iraniens dans les rues de New York. Début novembre 1979, le Premier ministre iranien, l'islamiste Bazargan, rencontre l'Américain Brzezinski à Alger contre l'avis de Khomeini. Il est désavoué et les étudiants iraniens s'emparent de l'ambassade américaine qu'ils prennent en otage. Les diplomates seront libérés 444 jours plus tard, le jour même où Carter quitte la Maison-Blanche. Le président Omar Torrijos accepte de prendre le Shah au Panama pour complaire à son ami Carter. Mais c'est pour vendre le roi déchu à l'Iran. Discrètement, en pleine nuit, en avril 80, le Shah s'échappe vers les Açores, puis vers l'Égypte. « Vous êtes ici chez vous, Majesté. Restez-y le temps que vous souhaitez. » Anwar al-Sadat sait que le Shah va mourir et veut lui offrir une fin de vie décente. Le roi refuse de se soigner, son agonie dure 3 mois. Telle est la volonté de Dieu, dit-il. Dès la mi-juillet, toute la famille se rassemble en Égypte.
Seule la reine-mère, Tadj el-Moulouk, trop âgée, est absente. Elle décédera quelques années plus tard sans connaître la mort de son fils. Shah Inshah Ariamer, roi des rois, lumière des Ariens, s'éteint le 27 juillet 1980. J'ai aimé cet homme. Je l'ai servi. Peut-être suis-je partial. Cela vient de mon cœur et de mes convictions. Ce fut un homme merveilleux, un bon père et un grand ami. Il l'a dit à plusieurs personnes, « Je sais que je vais mourir, mais je veux mourir dans la dignité. » Il a réussi tout de même à mourir dans la dignité, en terre d'amis, Égypte, et entouré de vrais amis comme le président Sadat.